c'est Marie-Hélène Cyr. Je suis nutritionniste en rôle conseil à la direction des services multidisciplinaires euh, dans l'équipe de soutien aux pratiques professionnelles. Donc, juste vous informer avant de commencer, la présentation, elle est enregistrée et les micros et les caméras vont être fermés pendant toute la présentation. Par contre, comme Marie-Ève a dit, il y a une période de questions à la toute fin, donc on va réouvrir les micros et les caméras, la possibilité d'ouvrir micro et caméra à la fin pour que vous puissiez poser vos questions et pour que vous mettre à l'aise, la période de questions ne sera pas enregistrée. Donc, c'est juste le temps de présentation. On va aussi mettre en cours de présentation un PDF qui va être déposé dans la conversation pour le PDF de la présentation. Et à la toute fin, vous allez aussi recevoir un lien pour le questionnaire d'appréciation qu'on vous demande de compléter dès que vous le recevez. Là, ça nous aide pour des prochaines présentations. Alors, je vais commencer sur ce. Alors, aujourd'hui, on a fait la présentation pour pouvoir vous parler du droit de prescrire des diététistes et des nutritionnistes et voir comment il peut aider à améliorer la prise en charge des usagers. Alors, comme vous avez vu, les objectifs déjà, c'est vraiment d'aider à se familiariser avec les activités de la diététiste nutritionniste et surtout les particularités et des conditions qui donnent le droit de prescrire à la diététiste nutritionniste. Alors, ici, on a le plan de la présentation. Donc, on voit un peu tout ce dont on va aborder aujourd'hui. Et il va y avoir un exemple, des exemples, entre autres, d'activités qui peuvent être faites par la diététiste nutritionniste selon les différents milieux de pratique. Alors, pour commencer, il faut savoir c'est quoi le champ d'exercice de la nutritionniste. Donc, dans le Code des professions, à l'article 37, on retrouve le champ d'exercice des diététistes nutritionnistes. Et c'est d'évaluer l'état nutritionnel d'une personne, déterminer, assurer sa mise en œuvre, une mise en œuvre d'une stratégie d'intervention qui vise à adapter l'alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Donc, le champ d'exercice, c'est le but. C'est à quoi servent les nutritionnistes dans le réseau de la santé. Alors, le but, c'est vraiment d'évaluer l'état nutritionnel. Donc, tout ce qui est en lien avec l'alimentation et l'état nutritionnel de l'usager. Ça, c'est son champ d'exercice. Vient ensuite avec le champ d'exercice des activités qui lui sont réservées. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans. En 2003, il y a des activités réservées dans le cadre du projet de loi 90 qui ont été ajoutées aux nutritionnistes. Les activités réservées sont en lien avec le champ d'exercice. Donc, il y a la détermination du plan de traitement nutritionnel qui inclut la voie d'alimentation appropriée lorsqu'une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie. Et par la suite, on doit faire la surveillance de l'état nutritionnel. Donc, c'est aussi l'activité, elle est aussi réservée lorsqu'il y a un plan de traitement nutritionnel qui a été déterminé. Et quand on dit constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, il y a plusieurs conditions qui font en sorte que la nutrition, les interventions nutritionnelles sont pertinentes. On peut penser, entre autres, à l'amélioration de la qualité de vie, prévenir les complications qui sont liées à certaines maladies chroniques, que ce soit physiques ou des troubles mentaux, à aider à maintenir l'autonomie, prévention du déconditionnement, à la diminution du risque de chute, la diminution des risques d'infection, l'apparition des plaies, améliorer la réponse au traitement médical, chirurgical, ou encore aider à retarder l'introduction de certains médicaments dans le traitement de certaines pathologies. Alors, les interventions nutritionnelles peuvent être utilisées dans plusieurs conditions. Ça, ici, c'était quelques exemples. Donc, on arrive aux activités autorisées. Alors, en lien avec le champ d'exercice de la nutritionniste et les activités réservées, des activités autorisées ont été ajoutées en 2018 et en 2022 pour faciliter la mise en œuvre du plan de traitement nutritionnel et éviter des délais ou des étapes supplémentaires à l'usager. Les activités autorisées, là, la différence entre réservé et autorisé, une activité autorisée, c'est des actes qui peuvent être exercés par différents professionnels du milieu de la santé. Les activités autorisées, c'est suite à des discussions qu'il y a eu entre le Collège des médecins et l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec
un règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec et ça a été ensuite approuvé. Et bien sûr, il y a certaines conditions pour pratiquer les activités autorisées. La première, c'est que ça doit être seulement les nutritionnistes qui pratiquent en nutrition clinique. Donc leur milieu de travail est de la nutrition clinique. La première activité qui a été autorisée est celle de procéder au retrait définitif d'un tube d'alimentation. Donc, celle-là, pour pouvoir la pratiquer, on doit faire une formation de 15 heures qui est théorique et pratique. Par la suite, l'Ordre des diététistes va donner une attestation de la réussite de la formation. On peut vérifier le droit d'exercice sur le site de l'Ordre des diététistes pour cette activité-là. Pour la pratiquer, il faut aussi avoir une ordonnance spécifique qui vise l'exercice de cette activité. La deuxième activité autorisée aux nutritionnistes est celle d'administrer des médicaments selon une ordonnance ou de haute substance, que ce soit par voie orale ou entérale, sous certaines conditions et modalités. Alors, pour certaines des conditions, entre autres, bon, ça doit être un médicament qui a déjà été prescrit. La nutritionniste doit consigner là, au dossier le nom des médicaments qui ont été administrés, s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication ou d'interaction médicamenteuse et s'assurer que l'évaluation médicale de l'état de santé du patient est à jour. Des exemples d'utilisation de cette activité, ça serait dans le cadre, par exemple, d'une évaluation de la déglutition et on veut savoir quelles formes de médicaments sont tolérées par l'usager. Alors, on pourrait administrer les médicaments dans le cadre de l'évaluation de la déglutition. Ça peut être aussi l'administration d'enzymes pancréatiques pour débloquer un tube de gavage. On n'a pas besoin de formation supplémentaire pour pratiquer cette activité. La troisième activité est celle de prescrire. Alors, en 2018, on a ajouté la prescription de solutions d'enzymes pancréatiques, de formules nutritives et de micronutriments. Et en 2022, on a ajouté la prescription de macronutriments, la prescription d'analyse de laboratoire et l'ajustement de l'insuline et des antidiabétiques. La prescription de micronutriments, donc par micronutriments, on entend tout ce qui est vitamines et minéraux, du zinc, du fer, du calcium, sodium, potassium, alors toute vitamine D, donc tout vitamines et minéraux. Elles peuvent les prescrire de façon individuelle ou en combinaison. Quand on entend par macronutriments, c'est les éléments qui fournissent de l'énergie au corps. Or, dans cette catégorie, on pense aux glucides, aux lipides et aux protéines ou leurs dérivés, là, le dextrose, l'intralipide, les acides aminés. Donc, aujourd'hui, là, on va surtout parler de la dernière activité qui est celle de prescrire. Et ça s'inscrit dans le champ d'exercice de la nutritionniste, dans ses activités réservées, parce que quand on fait notre plan de traitement nutritionnel et on fait notre évaluation, on a déjà déterminé souvent des éléments qui ont besoin d'être corrigés. Et donc, la prescription est comme juste vient faciliter la mise en œuvre du plan de traitement nutritionnel, faciliter la prise en charge parce que maintenant, on peut prescrire ce qui aura été déterminé dans le plan de traitement nutritionnel. Au niveau de certaines particularités qu'on doit garder en tête pour le droit de prescrire, il faut savoir que ça inclut l'initiation, donc débuter une nouvelle molécule, l'ajuster ou l'arrêter. Ça inclut toutes les formes et toutes les voies, orales, entérales, intraveineuses. Et pour l'insuline et les antidiabétiques, par contre, on parle seulement d'ajustement. Donc, pour ces deux composantes-là, il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas de renouvellement, c'est seulement l'ajustement. Donc, c'est seulement l'ajustement d'une substance qui a déjà été prescrite soit par un médecin ou une IPS. Alors, on ne peut pas modifier la molécule, on doit seulement ajuster celle qui aura été déjà prescrite.
Pour ce qui est des analyses de laboratoire, elles peuvent être utilisées seulement pour la surveillance. Le but, c'est pas de diagnostic. Donc, c'est vraiment dans le cadre de la surveillance en lien avec le plan de traitement nutritionnel, donc toujours en lien avec son champ d'exercice. Et le matériel qui est nécessaire à la mise en place des prescriptions peut aussi être prescrit. Alors, on pense ici au matériel de suivi des glycémies et au matériel de nutrition entérale et qui peut être prescrit par la nutritionniste. Au niveau des conditions, qu'est-ce qui fait qu'une nutritionniste peut avoir le droit de prescrire? La première condition, c'est d'abord que, comme j'ai dit tantôt, elle doit travailler en nutrition clinique, donc seulement dans le domaine de pratique de la nutrition clinique. Les autres domaines où il y a des nutritionnistes, on pense à la gestion des services alimentaires, la santé publique, l'enseignement, la recherche. Donc, elles ne peuvent pas avoir le droit de prescrire. Donc, il faut d'abord pratiquer en nutrition clinique. Ensuite, il faut réussir une formation qui est dispensée par l'Ordre des diététistes nutritionnistes. Elle est en deux parties. Il y a une première partie de 15 heures et une deuxième partie de 4 heures et demie. Il y a 8 différents modules qui touchent la déontologie, les règlements, les indications pour les différentes prescriptions, que ce soit la nutrition entérale, la nutrition parentérale, les vitamines, les minéraux, comment rédiger une ordonnance, les indications pour ajuster l'insuline et les antidiabétiques et quelle est l'utilisation judicieuse et une gestion sécuritaire des analyses de laboratoire. C'est important d'avoir les compétences et les connaissances requises pour pratiquer le droit de prescrire. Alors, c'est possible d'avoir des formations supplémentaires, donc en plus de la formation du droit de prescrire, au besoin, une nutritionniste pourra avoir une formation supplémentaire pour améliorer ses connaissances et ses compétences dans un secteur d'activité pour pouvoir prescrire les éléments. Et ça fait partie des conditions, des obligations des diététistes nutritionnistes, c'est d'avoir de la formation continue. On doit faire 60 heures de formation continue par période de 3 ans. C'est déjà prévu de se garder à jour au niveau de nos connaissances et de nos compétences. Donc, une fois que la formation de 15 heures et 4 heures elle est réussie, donc il y a un petit examen à la fin de la formation. Donc, quand c'est réussi, l'ordre contacte la RAMQ, puis à ce moment-là, il y a un numéro de prescripteur de la RAMQ qui est attribué à la diététiste. Il faut savoir qu'il y a eu une décision, une orientation organisationnelle qui a été faite par le comité de coordination clinique à la mi-décembre 2023. Et il a été décidé que toutes les nutritionnistes du CIUS devront être formées d'ici à mars 2025. Alors, il nous reste 1 an pour former des nutritionnistes dans notre CIUS. En ce moment, il y a au moins 50 des nutritionnistes du CIUS qui ont déjà fait la formation du droit de prescrire. Donc, je dis au moins là, parce que c'est selon les informations que j'ai. Alors, on a au moins déjà la moitié des nutritionnistes qui sont formés. On y reste l'autre moitié à former d'ici à mars 2025. Et ça va aussi devenir une obligation à l'embauche d'avoir la formation du droit de prescrire ou au moins le faire dans les 6 mois de l'entrée en poste, de faire la formation du droit de prescrire. Et ces formations-là vont se faire via le PDRH, donc le Programme de développement des ressources humaines. Si on continue dans les conditions, alors au niveau de l'évaluation, donc comment faire cette évaluation où on veut voir est-ce qu'on doit prescrire ou pas. Alors, c'est toujours d'évaluer la pertinence clinique de ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est réellement requis? Est-ce que c'est cliniquement nécessaire? Est-ce que c'est ce que l'usager veut? Aussi, il faut savoir que la nutritionniste, elle ne peut pas prescrire un élément pour une condition médicale qui n'est pas liée à son champ d'exercice. Donc, il faut toujours que ça soit lié à la nutrition, l'alimentation. Par exemple, on ne pourrait pas prescrire de l'iode, un supplément d'iode, pour quelqu'un qui aurait un trouble de la thyroïde. Elles peuvent exercer leur activité autorisée en présence d'un diagnostic d'un problème nutritionnel ou à titre préventif.
On pourrait avoir comme exemple, on a une demande de consultation pour un hypercholestérolémie et après son évaluation nutritionnelle, la nutritionniste a remarqué de très faibles apports en calcium et en vitamine D, ce qui est un risque nutritionnel. Alors, elle pourrait prescrire du calcium et de la vitamine D à titre préventif, même si la demande de consultation était pour un cholestérol élevé. C'est aussi important au niveau de la prescription de se concerter, donc de travailler en collaboration, en interdisciplinarité avec les autres professionnels qui sont habilités à prescrire pour éviter des duplications ou des ordonnances contradictoires, ce qui serait là, à l'encontre d'une prise en charge efficace. Ça pourrait augmenter des délais supplémentaires, de la confusion ou des coûts pour le patient. Le dossier du patient est l'outil principal de communication. Donc, la nutritionniste doit écrire dans sa note au dossier les prescriptions qu'elle va faire et le suivi requis pour ces prescriptions-là. Et elle utilise les formulaires d'ordonnance du dossier pour écrire son ordonnance. Et si elle travaille dans la communauté, il y a aussi des formulaires de communication qui peuvent être utilisés pour communiquer avec le médecin traitant ou une IPS de la communauté. Aussi, la, la nutritionniste, là, quand elle écrit son ordonnance, elle doit respecter les normes prévues au règlement sur les normes relatives aux ordonnances qui sont faites par un médecin. Elle doit toujours suivre les lignes directrices, les données scientifiques qui sont pertinentes et à jour. Et comme je disais tantôt, toujours pratiquer selon ses limites, ses connaissances et ses compétences. Dans les autres conditions, la principale, la première qui donne le droit de prescrire est celle de l'ordonnance. Donc, la nutritionniste doit avoir une ordonnance du médecin ou de l'IPS qui fait une demande de consultation en nutrition pour dire que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie. Donc, c'est en adéquation là, avec l'activité réservée, c'est la même condition. Il faut que cet usager-là ait déjà fait l'objet d'une évaluation médicale, donc ait une évaluation médicale à jour. La demande de consultation aussi, elle ne se limite pas, comme je disais tantôt, elle limite pas la nutritionniste à prescrire seulement en lien avec la demande. Donc, la même chose, si on peut aussi faire des prescriptions pour prévenir d'autres conditions. Et l'ordonnance qui a été faite en milieu hospitalier, donc l'ordonnance initiale qui est faite en milieu hospitalier, elle continue d'être valide en communauté, par exemple, ou dans le nouveau milieu de soins, ce qui fait que c'est vraiment important de communiquer l'existence de la demande de consultation quand il y a un transfert pour que la nutritionniste qui est en soins à domicile, en CHSLD, en ressources intermédiaires, puisse continuer de faire les prescriptions pour cet usager-là. Donc, dans la continuité des soins, on s'assure qu'il y ait une meilleure continuité des soins. Donc, j'ai parlé déjà d'avoir une évaluation à jour de l'état de santé du patient. Il faut aussi valider qu'il y a une absence de contre-indication ou d'interaction médicamenteuse avant de prescrire. Il y a différents outils qui peuvent aider à faire ces validations. Les nutritionnistes sont déjà habitués à valider les médicaments, entre autres pour connaître les effets secondaires en lien avec les symptômes gastro-entérologiques, par exemple, ou l'appétit. Donc, là, on fait une vérification supplémentaire là, avec les interactions médicamenteuses. On peut utiliser soit l'Internet, il y a des guides qui sont utilisés des fois par le nutritionniste, le CPS ou des logiciels comme RX Vigilance qui peuvent être utiles pour les nutritionnistes. En ce qui concerne les laboratoires, je l'ai mentionné, mais c'est important, c'est de toujours avoir des informations aussi à jour là, sur le patient, donc ce qu'on a mentionné, assurer que la pertinence clinique du laboratoire qu'on veut demander, puis s'assurer aussi qu'il n'y a pas déjà un résultat de laboratoire qui est disponible, qui est en attente avant de prescrire une analyse de laboratoire,
ou de voir si ce n'est pas déjà prévu, parce que des fois, il y a des laboratoires qui sont déjà prévus à tous les 3 jours ou une journée spécifique dans la semaine. Donc, s'assurer que ce n'est pas déjà prévu, surtout là, quand on est en milieu hospitalier. Donc, avant de faire la prescription de laboratoire. Donc, ça, c'est vraiment les conditions principales pour pouvoir utiliser le droit de prescrire. Une autre condition, c'est vraiment de s'assurer du suivi requis à ces interventions parce que la nutritionniste, elle demeure responsable en tout temps du suivi de sa prescription. Donc, si on est en communauté, que le médecin traite, que le patient, il n'y a pas de médecin traitant. Donc, l'usager est en milieu hospitalier, il a eu son congé, il est rendu en soins à domicile, mais l'usager n'a pas de médecin traitant. Il faut quand même, avant de faire ces interventions, s'assurer d'un corridor de service qui pourrait être nécessaire là, pour la prise en charge du patient, puis prévoir les suivis à ce niveau-là selon la condition de l'usager. Il faut aussi prévoir un mécanisme de prise en charge substitut pour pallier en cas d'absence imprévue, entre autres là, pour des, pardon, des analyses de laboratoire ou quand il y a des, pardon, des valeurs critiques. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, ça se fait en équipe. Donc, selon les milieux de soins, le mécanisme de prise en charge du substitut pourrait être différent selon qu'on est en milieu hospitalier, en soins à domicile, en CLSC, selon les gens dans l'équipe, les fréquences aussi de suivi. Donc, ça doit être discuté localement dans chacune de vos équipes entre les différents prescripteurs et les gestionnaires. On arrive aux exemples d'activités. Mais avant de donner des exemples spécifiques d'activités, je l'ai mentionné un petit peu, mais on va le répéter. La collaboration interprofessionnelle, elle est essentielle en tout temps pour permettre une meilleure prise en charge et offrir des meilleurs soins aux usagers. Puis comme je l'ai mentionné, chaque situation clinique peut être différente. C'est toujours important de travailler en concertation pour s'assurer d'offrir des soins appropriés en temps opportun et par le bon professionnel. Puis, selon le secteur d'activité, ça ne va pas être nécessairement toutes les activités autorisées qui vont être utilisées. Alors, c'est important de s'assurer d'avoir les connaissances et les compétences requises avant d'exercer une activité autorisée, surtout dans des situations où on change de secteur d'activité. Si je suis nutritionniste en soins à domicile et j'obtiens un poste en milieu hospitalier aux soins intensifs, il se pourrait que j'ai besoin de faire des formations supplémentaires pour, par exemple, la prescription les suivis de prescription de nutrition parentérale, entre autres. Donc, c'est de connaître ses limites et de faire des formations requises selon les secteurs d'activité où on va travailler. Alors, justement, parlant de nutrition parentérale, c'est une activité que la nutritionniste peut maintenant accomplir de A à Z. Alors, les nutritionnistes sont déjà impliqués pour la prescription pas pour la prescription, mais sont déjà impliqués pour le calcul et la détermination du plan de traitement dans le cas de nutrition parentérale. On est habitué d'avoir des demandes de consultation dans ces cas-là. Il y a des formulaires à compléter, que les nutritionnistes ont l'habitude de compléter souvent en partenariat avec les pharmaciens. Et par la suite, le médecin signait la prescription là, qui avait été demandée. Alors, à ce moment-ci, la nutritionniste va pouvoir signer elle-même la prescription de nutrition parentérale. Donc, ça complète son plan de traitement, en fait. Là, elle peut le faire au complet. Ça peut aussi être de prescrire, modifier ou cesser un soluté. Donc, ça rentre dans les macronutriments et les micronutriments. Donc, c'est aussi des activités que la nutritionniste peut avoir à faire. Mais encore là, c'est essentiel qu'on travaille en équipe puis qu'on détermine au préalable les prises en charge selon les différentes situations, selon les équipes dans lesquelles on se trouve aussi. Au niveau des micronutriments, la nutritionniste peut faire des prescriptions
lorsque la situation clinique du patient le requiert et qu'elle a toutes les informations pour permettre de prescrire de manière optimale et sécuritaire. Ça peut être à titre préventif ou s'il y a déjà un suivi de carence avérée. Un exemple d'utilisation pourrait être, par exemple, en CHSLD, on a un usager que la nutritionniste a déjà eu la demande de consultation. Donc, tous les critères précédents sont rencontrés et elle fait son suivi nutritionnel et elle voit que la prescription de fer pour cet usager-là, elle vient à échéance et que le médecin traitant, il ne revient pas avant 1 mois. Alors, elle pourrait prolonger la prescription de fer pour l'usager si c'est jugé requis et quand toutes les conditions sont rencontrées. Bien entendu, elle va devoir s'assurer de communiquer cette information-là au médecin pour que quand il va revenir, il sache que cette prescription-là a été prolongée par la nutritionniste. Au niveau des laboratoires, comme j'ai dit tantôt, mais c'est important de vérifier que ça n'a pas déjà été demandé ou fait récemment. Donc, dépendamment du laboratoire qu'on veut demander, le fait récemment peut être variable. Donc, c'est vraiment de juger selon le jugement du professionnel pour savoir si c'est assez récent comme valeur ou pas. Donc, c'est de voir aussi les laboratoires qui peuvent être demandés par les nutritionnistes sont variables. Ils doivent être toujours en lien avec leur analyse nutritionnelle. Mais il n'y a pas de laboratoire spécifique. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit en lien avec l'analyse nutritionnelle. Alors oui, on parle entre autres des hémoglobines glyquées pour un suivi de glycémie. Ça peut être des enzymes hépatiques, des bilans lipidiques. Donc, toute valeur de laboratoire qui a un lien avec le plan de traitement nutritionnel où ils sont suivis peut être demandé. En ce qui concerne l'insuline et les antidiabétiques, on pense entre autres à l'ajustement qui pourrait se faire soit en clinique externe, dans les cliniques de diabète ou dans les GMF. Ça pourrait être des endroits où la nutritionniste pourrait faire cette activité-là plus régulièrement. Mais avant d'ajuster l'insuline et les antidiabétiques, la nutritionniste elle doit s'assurer de l'atteinte des cibles thérapeutiques qui sont scientifiquement reconnues, à moins qu'elle ait déjà obtenu du professionnel responsable du suivi clinique du patient, donc le prescripteur original, des cibles thérapeutiques spécifiques à atteindre et au besoin, s'il y a lieu, des limites et des contre-indications particulières. Par la suite, elle va pouvoir faire ses ajustements d'insuline et d'antidiabétiques. Pour ce qui est de l'ajustement des antidiabétiques pour le diabète de type 2 chez l'adulte, elle doit aussi utiliser le protocole médical de l'INES. Alors, un exemple concret d'une situation où la nutritionniste pourrait faire cet ajustement-là, c'est elle suit un patient pour lequel elle avait eu une demande de consultation, un usager qui a un diabète de type 2, qui est sous insuline, qui est traité depuis plusieurs années et qui a envie d'avoir un meilleur contrôle de ses glycémies. Donc, il se met à faire de l'activité physique de façon plus régulière, plus importante. Il améliore ses aliments, son alimentation, il diminue la quantité d'aliments qui sont riches en glucides et il fait ça fait déjà plusieurs semaines et il rapporte alors de son suivi avec la nutritionniste plusieurs épisodes d'hypoglycémie. Alors, la nutritionniste, après son évaluation, elle va pouvoir ajuster l'insuline de l'usager pour prévenir les hypoglycémies et pour atteindre les cibles thérapeutiques de cet usager. Alors, comme on disait avant, la nutritionniste, elle ne peut pas renouveler une ordonnance ou modifier le médicament, elle peut seulement modifier la dose ou la posologie. Mais dans l'exemple qu'on vient de voir, ça évite à l'usager de retourner voir son médecin pour avoir cet ajustement. La nutritionniste va pouvoir le faire en même temps que son suivi nutritionnel. En tout temps, la nutritionniste elle reste responsable du suivi qui découle de sa prescription. On voit aussi que ça pourrait se faire en milieu hospitalier
Mais encore là, ça va être des discussions qui doivent se faire localement parce que ça dépend toujours de l'organisation des soins, des modalités, du contexte du milieu de soins. Donc, il va pourrait avoir une prise en charge différente. Alors, ça doit être discuté en équipe pour savoir comment la nutritionniste peut s'intégrer dans ce suivi-là au besoin. Les nutritionnistes peuvent aussi prescrire des formules de nutrition entérale, des formules nutritives, des formules aussi spécialisées pour les nourrissons. Alors, ce qui est important de savoir, par contre, c'est que l'ordonnance initiale que le nutritionniste pourrait avoir eue en centre hospitalier pour une alimentation entérale, elle demeure valide s'il y a un congé vers le soin à domicile ou le CHSLD. Mais c'est important d'informer la nutritionniste là, lors du transfert qu'il y a déjà cette ordonnance initiale pour permettre à la nutritionniste en soins à domicile, donc au site receveur ou en CHSLD, de pouvoir poursuivre des prescriptions. En périnatalité, la nutritionniste peut aussi modifier là, les formules spécialisées pour nourrissons si elle a cette demande de consultation. Donc, quand il y a des congés du milieu hospitalier, donc pour les nutritionnistes en CLSC, si ont des suivis à faire, c'est bien d'avoir déjà fait cette demande de consultation-là en nutrition, soit par le médecin du milieu hospitalier ou une IPS s'il y en a. Parce que ça va permettre par la suite aux nutritionnistes de faire les demandes de remboursement, de compléter les formulaires pour les demandes de remboursement requis là, par les assurances ou la RAMQ quand elles ont le droit de prescrire. Donc, en milieu hospitalier, pour les nutritions entérales, les nutritionnistes sont déjà habitués de compléter souvent tous les documents qui sont nécessaires à avoir cette demande de remboursement-là des assurances ou de la RAMQ, mais devaient faire signer les documents par un médecin. Alors, avec le droit de prescrire, elles vont pouvoir prendre en charge au complet le plan de congé pour les nutritions entérales à domicile. Pour les nutritionnistes qui travaillent en soins à domicile, dans des situations où elles auraient besoin de changer la formule nutritive parce qu'il y a un besoin d'avoir une formule nutritive qui soit plus concentrée ou avec des éléments différents. Avant, on avait besoin d'avoir une prescription d'un médecin. Dans ce cas-ci, la nutritionniste va pouvoir elle-même faire la demande du changement de formule nutritive. Donc, ça enlève des étapes dans la prise en charge. Le plan de traitement était déjà le même auparavant. Il fallait juste avoir l'accord d'un médecin. Alors maintenant, ça donne un peu plus d'autonomie aux nutritionnistes dans leur plan de traitement, dans l'application du plan de traitement et les suivis. Et c'est l'usager qui en bénéficie parce qu'on diminue les étapes pour l'usager et ça rend la prise en charge plus efficace. Alors, il y a différents outils qui existent pour faciliter l'application du droit de prescrire. Celui-là ici, qui est le droit de prescrire la règle de soins. Donc, je vais vous le partager ici. Alors, la règle de soins, elle est déposée sur l'intranet, elle est disponible. C'est un document qui vient encadrer la pratique des nutritionnistes, mais qui sert aussi à informer l'équipe, les autres professionnels du droit de prescrire, des différentes particularités à considérer et comment bien intégrer cette activité-là comment intégrer l'activité à son quotidien. Donc, il y a beaucoup dans la règle de soins là, des choses qu'on a déjà vues aujourd'hui, mais vous allez voir qu'un peu plus loin, il y a des exemples de situations où on doit réfléchir au préalable à comment on va intégrer ces activités-là avant. Donc, il y a des normes relatives à l'écriture d'une ordonnance, ce qu'on soit en pharmacie d'établissement ou en pharmacie communautaire. Encore là, les assurances de l'usager, hein, il y en a qui c'est avec la RAMQ, il y a des personnes qui ont des assurances privées, mais il pourrait avoir aussi le programme de services de santé non assurés pour les Premières Nations. Donc, c'est de connaître ces différentes modalités-là. Si on est en télépratique, comment on écrit notre ordonnance, donc la validité de l'ordonnance, les analyses de laboratoire, entre autres par rapport à la concertation avant de faire une demande de laboratoire et des valeurs critiques, comment le communiquer, les différents formulaires à utiliser, où on s'inscrit,
pour pour s'assurer que les résultats soient communiqués à la nutritionniste. Et ici, il y a des situations particulières. C'est quelques exemples. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent survenir, mais c'est important de juste y réfléchir avant de commencer à faire, euh, avant de commencer à utiliser le droit de prescrire dans vos équipes pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans certaines situations pour avoir un mécanisme de prise en charge substitut pour s'assurer que l'usager reçoive tous les services. Donc, ici, on a un exemple quand il y a un congé d'un usager, qu'on soit en milieu hospitalier ou CHSLD ou en communauté, un départ prévu d'une nutritionniste ou un départ imprévu de la nutritionniste. Donc, vous pourrez aller lire sur l'intranet plus en détail, je vais vite, mais il y a aussi beaucoup de références dans le document pour justement s'inscrire, par exemple, à la télécopie infonuagique quand on est en milieu communautaire. Par rapport aussi à Optilab, au CUSUM, donc comment s'inscrire pour que nos résultats nous soient communiqués. Alors, vous pourrez voir plus en détail la règle de soins. Il y a aussi une communauté de pratique qui est démarrée pour les nutritionnistes. C'est sur Teams. C'est un endroit où elles ont l'occasion de partager entre elles leurs connaissances et leurs questions par rapport à la prescription. Alors, c'est vraiment pour utiliser l'intelligence collective pour améliorer les connaissances individuelles. Alors ici, on parle aussi d'une ordonnance collective qui est en cours de développement, qui va euh, venir établir des critères et des conditions précises, des situations cliniques spécifiques qui va permettre à la nutritionniste d'utiliser le droit de prescrire. Donc, l'ordonnance collective va venir remplacer l'ordonnance individuelle, mais encore là, sous certaines conditions. Par exemple, on pourrait dire si un usager a eu un dépistage positif de la dénutrition, la nutritionniste pourrait exercer son droit de prescrire pour avoir une prise en charge qui est plus optimale pour cette personne-là, au lieu d'attendre après une demande de consultation. Et ils ont toujours accès à du soutien clinique individuel ou en groupe, là, en continu sur demande. Le site de la RAMQ demeure là, un endroit où il y a beaucoup d'informations qui est disponible pour les nutritionnistes. On a aussi créé un registre pour le droit de prescrire. Donc, on demande à toutes les nutritionnistes qui ont complété leur formation sur le droit de prescrire de s'inscrire au registre. Le registre est euh, euh, consulté là, par la DSM et aussi il est accessible aussi aux pharmaciens qui sont dans les pharmacies du CIUS pour vérifier le droit de prescrire des nutritionnistes. Les pharmaciens ont aussi accès à leur logiciel là, où ils peuvent valider les numéros de RAMQ des nutritionnistes. On a aussi créé un formulaire d'ordonnance CIUS qui est utilisé pour les pharmacies communautaires. C'est aussi accessible sur l'intranet. C'est accessible pour tout prescripteur. Ce n'est pas spécifique à la nutritionniste, donc c'est vraiment un formulaire d'ordonnance générique qui est bon pour tout le monde. Il est disponible sur l'intranet. On a créé des formulaires de communication qui peuvent être utilisés par les nutritionnistes, surtout quand le médecin traitant ou l'IPS est en communauté. Alors, c'est pour soit avoir une attention requise par rapport à une condition particulière et il y a un autre formulaire qui est très similaire où c'est plutôt pour donner des informations sur les prescriptions et les suivis que la nutritionniste peut avoir fait pour l'usager. Le formulaire thérapeutique SUS-ODIM, c'est aussi disponible sur l'intranet. C'est à cet endroit où on voit tous les médicaments qui peuvent être prescrits, tous les produits qui sont disponibles dans les pharmacies du SUS-ODIM. Donc, ça, c'est un outil que les nutritionnistes peuvent utiliser. C'est pour celles qui travaillent là, dans des endroits où ils sont servis par les pharmacies du SUS-ODIM. Et elles doivent aussi consulter le document qui régit l'émission et l'exécution des ordonnances de médicaments, encore là, pour les pharmacies qui sont, pour les sites qui sont desservis par les pharmacies du CIUS. Donc, c'est un document que les nutritionnistes doivent aussi s'y référer, qui est aussi disponible sur l'intranet.
Alors, avant de pouvoir implanter et s'assurer que le droit de prescrire fonctionne bien dans vos équipes, c'est super important. Et là, j'ai mis ici pour porter votre attention que tous les membres de l'équipe se consultent, se concertent pour déterminer les façons de travailler ensemble pour incorporer le droit de prescrire à votre quotidien. Et tout ça, comme on a vu, c'est au bénéfice des usagers. Alors, les membres de l'équipe, on entend bien les nutritionnistes, les autres prescripteurs, médecins, IPS, les gestionnaires, les ASI ou les CP, ou en tout cas, toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans la gestion des prescriptions. Alors, c'est important de discuter ensemble pour savoir dans votre équipe, dans votre milieu de soins, comment vous allez fonctionner. Parce que, comme je disais, chaque milieu est différent, chaque équipe est constituée de façon différente, donc ça doit vraiment être géré de façon locale. Et la communication, mais c'est un élément clé pour une intégration optimale, comme le respect aussi des compétences, des champs de pratique de chacun, va aussi aider à avoir une meilleure prise en charge des usagers, mais de meilleure qualité et plus sécuritaire. Alors, ici, on a les références qui ont été utilisées. Alors, c'est vraiment ici tous les documents là, que je vous ai présentés avec les liens sur l'intranet. J'apporte votre attention de celui-ci qui est le guide explicatif, donc ce qu'on voit ici, qui a été fait par l'Ordre des diététistes du Québec et le Collège des médecins. Il est disponible sur le site de l'Ordre des diététistes du Québec et vous avez vraiment beaucoup d'informations sur le droit de prescrire. Il y a des exemples aussi de situations. Alors, il est très complet. Je vous invite là, à le consulter. On a aussi, je vous ai mis en référence le règlement de Légis Québec. Donc, c'est vraiment le règlement qui a été publié là, en lien avec la loi médicale, qui est disponible sur le site de Légis Québec. Et je l'ai mis parce que ben, s'il y a des gens qui aimeraient avoir l'information en anglais, on peut juste cliquer sur le lien et le mettre ici en version anglaise. Donc, on a le règlement ici en version anglaise pour les personnes qui aimeraient avoir ces informations-là en anglais sur le site de Légis Québec. Donc, ça, c'est le règlement pour les activités autorisées. Et il y a aussi, par rapport à l'écriture des ordonnances, on a aussi la même possibilité là, de l'avoir en anglais. Sur le site de l'Ordre des diététistes du Québec, il y a des questions-réponses qui peuvent être intéressantes à aller consulter. Il y a, par rapport au droit de prescrire. Donc, ici, on voit, il y a 20 questions-réponses par rapport au droit de prescrire et ça touche tous les milieux, différentes situations. Si on parle ici, entre autres, là, on a la prescription de nutrition parentérale. Donc, on a les réponses à ce niveau-là. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation.